Il est 14 heures. On va attendre encore 1 minute que différents participants aient le temps de se connecter et nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Donc c'est parti, on va commencer et puis les autres nous rejoindront en cours de route. Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet atelier co-organisé par la Métropole d'Orléans et Plantécité dans le cadre des Assises de la transition écologique organisées par Orléans Métropole. Je vais commencer par vous donner quelques indications techniques, puis je passerai la parole à Anne Trouillon, chargée de projet biodiversité à la Métropole d'Orléans, avec qui j'ai le plaisir de co-animer cet atelier. Il y a également mes collègues Ludovic Provost et Marion Daniel qui sont présents pour m'aider sur la partie technique et donc je les remercie d'avance de m'aider là-dessus. Nous vous informons que vos micros et caméras devront rester coupés pendant toute la partie présentation notamment de cet atelier et plus ou moins sur toute la durée. Vous pouvez poser vos questions, vos remarques ou encore partager vos retours d'expérience dans le chat. Vous avez en haut à droite de votre écran une petite bulle qui vous permet d'y accéder. Nous répondrons aux questions lors de 2 temps d'échange qui sont prévus pendant l'atelier et que Anne vous présentera tout à l'heure. Et l'atelier est enregistré, donc vous pourrez accéder au replay et aux présentations par la suite. Mais Anne, je te passe maintenant le flambeau pour présenter le déroulé de l'atelier. Bonjour à toutes et à tous. Merci Mathilde. Alors en effet, on va être rapide pour pouvoir vite aller dans le cœur de nos échanges. Mais en effet, vous allez pouvoir avoir plusieurs temps. Je passerai après la parole à Madame Frédrigo qui vous fera une introduction générale avant de pouvoir avoir une présentation de la part de Mathilde, donc de Plantécité sur les solutions fondées sur la nature, ce qui nous permettra d'avoir un premier temps d'échange. Et ensuite, on aura 2 temps de témoignage. L'un sur les panoramas des solutions adaptatives en région centre par Pascal Larmande, donc de l'Agence régionale de biodiversité en Centre-Val de Loire, et ensuite sur un projet donc de la réhabilitation écologique du plan d'eau du parc de Loire à Orléans Métropole par 2 de mes collègues, donc Denis Bigot et Juliette Auchard. Ensuite, on pourra avoir un autre temps d'échange pour répondre à toutes vos questions sur l'ensemble de ces présentations, ce qui nous permettra ensuite de clôturer ce webinaire. Ce qui me permet du coup de pouvoir passer la parole à Capucine Fedrigo, qui est donc conseillère municipale déléguée et métropolitaine, avec nous sur le thème biodiversité des assises de la transition écologique d'Orléans Métropole. Merci Anne, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans le cadre de cet atelier. Je m'appelle Capucine Fedrigo, je suis conseillère municipale déléguée de la ville d'Orléans. Une de mes délégations est consacrée à la biodiversité et à la cause animale et c'est dans ce cadre-là que j'ai accepté d'être pilote politique pour le thème biodiversité dans le cadre des assises de la transition écologique. Je suis également conseillère métropolitaine. Petit point sur les assises. En fait, c'est un projet qui a pour but de rassembler un maximum d'idées et de connaissances
sur tous les aspects de la transition écologique, répartis sur 9 thèmes. Le but de ces assises, c'est dans un premier temps de récolter un maximum de connaissances, et c'est dans ce cadre-là que se présente notre atelier, pour ensuite faire une mise en commun et avoir une force de proposition un petit peu voilà, dans tous les thèmes, et d'avoir une participation maximum. Les avis de tous sont bons à prendre, toutes les idées sont bonnes à prendre. Et à partir de ces propositions, on fera ensuite une mise en commun et la création d'un véritable programme pour la suite du mandat électif pour Orléans Métropole, avec un plan d'action pragmatique pour toute la métropole. Voilà, donc ça, c'était le petit mot à propos des assises. Quelques mots sur notre territoire, la métropole d'Orléans. Donc, chez nous, il y a une omniprésence de l'eau et des milieux naturels. La métropole est fortement entourée de milieux naturels, et il y a la Loire et le Loiret qui passent dans les milieux urbains. Donc, on est imprégné de cette nature, tout en ayant une coexistence avec un centre-ville fortement minéralisé. Voilà, donc la métropole se trouve sur les trames vertes et bleues, et des couloirs des couloirs écologiques importants, qui sont traversés par des nombreuses espèces de faune, et une diversité aussi végétale très importante. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la mise en place de solutions pour favoriser la biodiversité et la transition écologique fondée sur la nature. Quelques points sur l'engagement de notre territoire sur cette transition. Je voudrais juste mentionner que certains territoires sont fortement engagés pour la nature, territoires engagés pour la nature. On a Saint-Jean-de-Bray, Olivet, Ingré et bientôt d'autres communes qui viendront s'ajouter à cette liste. Et Orléans a fortement participé à la création d'un référentiel éco-jardin et d'une labellisation. Nous avons également bénéficié d'une labellisation pour plusieurs parcs de la métropole, et notamment le Jardin des Plantes et le parc de la Fontaine de l'Étuvée. Voilà. Sans plus attendre, je vous laisse la parole aux intervenants, et j'espère que vous êtes aussi impatients que moi de découvrir quelles solutions nous pourrons mettre en œuvre pour favoriser la biodiversité et la transition écologique sur notre territoire, tout en se fondant sur l'action de la nature. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer la présentation sur les propos introductifs. Donc, je suis Mathilde Elie de Plantécité, et je vais vous faire donc une petite introduction au concept de solutions fondées sur la nature et des enjeux qui s'y rattachent. Donc, pour commencer, pourquoi ce terme de solutions fondées sur la nature? Donc, je vais focaliser mon propos cet après-midi sur les solutions fondées sur la nature développées dans les aires urbanisées, bien que le concept concerne aussi des zones naturelles, terrestres et sous-marines. Pour penser ce concept, on part du constat que les aires urbaines rencontrent de nombreuses problématiques liées au climat, à la préservation de l'environnement, incluant les sols, qui, malgré la popularité croissante de concepts comme le zéro artificialisation nette, sont souvent oubliés face à l'urbanisation croissante, mais aussi la gestion des ressources, l'économie locale et la qualité de vie des habitants. Mais qu'est-ce que c'est les solutions fondées sur la nature? Donc, partant de ce constat, finalement, les solutions fondées sur la nature, plus qu'un concept, c'est une démarche qui s'inspire des stratégies d'adaptation des écosystèmes et vise à apporter simultanément des bénéfices en matière de bien-être humain et d'équilibre naturel. Autrement dit, on va chercher à la fois à favoriser la qualité de vie des habitants et la préservation, voire encore mieux l'épanouissement de la biodiversité. Donc, les solutions fondées sur la nature sont déployées à différentes échelles, interconnectées, et elles peuvent prendre la forme soit de stratégies, soit d'actions, soit de projets physiques portés par la nature. Les solutions fondées sur la nature sont donc des réponses multiservices, puisqu'on va essayer de répondre à plusieurs problématiques avec des solutions qui apportent des co-bénéfices directs ou indirects,
et permettre de répondre aux grands enjeux urbains que je vous ai présentés juste avant. Donc pour préciser un petit peu cette définition, il s'agit de penser les liens entre les projets et les acteurs à différentes échelles, aux différentes phases d'un projet, en incluant une grande diversité de parties prenantes. Donc revenons un petit peu plus en détail sur la typologie des solutions fondées sur la nature. À grande échelle, on peut mettre en place des stratégies, comme des outils de planification, de conservation et de protection. Les solutions fondées sur la nature sont en premier lieu des stratégies parce qu'il est important de se demander ce qu'on peut protéger, préserver ou conserver avant d'aménager. Ici, je vous ai mis 3 exemples. Donc, il y a une cartographie de la trame verte et bleue de la petite ville d'Egfonds dans le Tarn, une image aérienne de la petite Amazonie à Nantes, qui est un espace réservé à la biodiversité de 18 hectares en plein centre-ville, et le jardin des Confluences à Rennes, où la réhabilitation de cet espace entre l'île et la Vilaine avait pour objectif de favoriser le retour d'une certaine biodiversité en réintroduisant la faune et la flore locale au cœur de la ville. Je fais ici une petite parenthèse. Les différents exemples que je vais vous donner ici sont consultables sur l'explorateur de solutions fondées sur la nature dont je vous parlerai un petit peu plus loin dans cette présentation. Donc, sur la deuxième forme que peuvent prendre ces solutions fondées sur la nature, ça peut être des actions qui vont viser une meilleure gestion des ressources et des espaces afin de favoriser au mieux l'épanouissement de la biodiversité. Donc ça peut être la gestion des espaces verts, la gestion des déchets ou encore la surveillance. Donc ici, je vous ai mis plusieurs petits exemples. Donc par exemple, le maintien d'arbres morts pour créer des abris pour la biodiversité, un panneau explicatif à destination des habitants de la mission zéro pesticide mise en place par la ville de Strasbourg pour l'entretien de l'ensemble de ces espaces publics, un aménagement prenant en compte les évolutions spatiales et temporelles dans une prairie temporairement inondée, le compost, ici dans un jardin collectif à Lille, ou encore le recours à des animaux de pâturage, ici au parc de Saussay à Aulnay-sous-Bois. Et enfin, les solutions fondées sur la nature peuvent être des projets physiques qui peuvent se trouver sur le sol, sur le bâti ou être liés à l'eau. Donc ici, rapidement, 4 exemples. Un parking végétalisé et désimperméabilisé, des toitures et des façades végétalisées, une zone humide et un parc public. Donc, tous les exemples dont je viens de vous parler n'ont pas forcément été pensés comme des solutions fondées sur la nature à la base. Et donc peut-être que comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, vous vous dites que vous avez peut-être déjà fait des solutions fondées sur la nature dans votre ville ou votre bourg sans le savoir. Et donc peut-être que vous vous demandez pourquoi créer une nouvelle notion. Le concept de solution fondée sur la nature permet de relier les politiques climat et biodiversité au sein des collectivités et de les faire converger. Donc d'aller plus loin et de manière plus intégrée dans la ville. L'intérêt qui est porté dans les solutions fondées sur la nature au co-bénéfice favorise l'acceptabilité sociale des solutions et aide à convaincre les élus, et cela peut même permettre d'accéder à des cofinancements. En fait, cette notion invite à s'inspirer des écosystèmes pour trouver des solutions concrètes, ce qui peut permettre de trouver des solutions innovantes aux problèmes urbains sans qu'elles soient hautement technologiques, et parfois même en ne faisant entre guillemets rien, mais en pouvant expliquer quels sont les bénéfices, par exemple, de ne pas construire à tel ou tel endroit et pourquoi on a choisi, par exemple, de préserver un espace pour le laisser accessible à la biodiversité. Donc, c'est un concept chapeau qui permet de regrouper différentes actions et de les mettre en cohérence à différentes échelles. Enfin, c'est une expression qui peut parler à tout le monde. Elle est plus grand public que le terme de service écosystémique, par exemple. Et donc, l'été dernier, il y a l'UICN qui a sorti un standard mondial pour les solutions fondées sur la nature afin d'harmoniser cette notion et de vraiment préciser ce qu'on entendait par ce concept de solution fondée sur la nature et qui a beaucoup insisté sur l'importance de la question de la biodiversité dans les solutions fondées sur la nature. Donc ici, j'ai eu envie quand même de vous présenter et de vous préciser un petit peu la question de la diversité d'impact de différents projets de solutions fondées sur la nature, puisqu'en fait, tout ce qui est vert n'est pas forcément une solution fondée sur la nature performante. Donc, que ce soit pour ces exemples ici ou ceux que je vais vous présenter à la fin de ma présentation, j'ai délibérément choisi de les tirer d'une série de webinaires qu'on a organisés qui s'appelle les petits déjeuners des solutions fondées sur la nature. Comme ça, vu que je vais devoir aller relativement vite puisque c'est une introduction, vous pourrez, si jamais ces exemples vous intéressent, aller creuser un petit peu plus en regardant ces webinaires. Donc, même si certains espaces amènent un bénéfice social, ce ne sont pas forcément des solutions fondées sur la nature si elles ne sont pas soit basées sur la nature, au sens sur la biodiversité et le bon fonctionnement des écosystèmes, même si c'est mieux que des solutions grises, on est bien d'accord, mais il y a quand même la nécessité qu'il y ait une volonté d'augmenter la qualité écologique des espaces.
Par exemple, pour le premier exemple que je vous ai mis, si vous décidez d'installer une toiture végétalisée industrielle, c'est-à-dire commandée sur un catalogue et standardisé, vous n'aurez pas les mêmes services écosystémiques et la même résilience des végétaux plantés qu'avec une toiture qui aurait une végétation adaptée au contexte local et conçue en s'inspirant du fonctionnement des écosystèmes. Ici, la photo de droite, c'est l'école des sciences et de la biodiversité à Boulogne-Billancourt, dont le foin a été récupéré dans une prairie à proximité pour amener la biodiversité sauvage et locale sur la toiture. De même, un potager hors sol ou un revêtement drainant engazonné ne constitue pas le même refuge pour la biodiversité qu'un sol préservé ou désartificialisé et entretenu avec des principes de gestion écologique. Et enfin, concernant les usages, il s'agit de bien réfléchir à comment les faire cohabiter, par exemple en réservant certains espaces à la biodiversité. Ici à droite, je vous ai mis une photo de Ganivelle sur un espace côtier qui permet de favoriser la restauration de la dune, mais avec une plage qui est toujours tout à fait accessible aux vacanciers, mais qui permet quand même d'éviter le piétinement. Tout cela nécessite en fait d'être au clair avec la finalité et les objectifs poursuivis. Si on veut maximiser les services écosystémiques et l'éco-bénéfice, il faut vraiment rendre centrale la question de la biodiversité dans l'aménagement et dans la gestion, et donc mesurer l'impact du projet sur le vivant. Cela nécessite des compétences en conception et en gestion des écosystèmes, une sensibilisation des habitants, et l'intervention et la formation de professionnels. Donc, maintenant que je vous ai un petit peu brossé un tableau de ce que sont les solutions fondées sur la nature, je vous propose de vous présenter un petit peu les enjeux, les leviers et les freins qui sont liés à cette démarche. Donc, le premier enjeu, c'est de connaître les solutions fondées sur la nature. Pour pouvoir les mettre en place, il peut être intéressant de mieux appréhender la diversité de ce qu'on peut concevoir sous ce concept chapeau de solutions fondées sur la nature. Donc, dans le cadre du projet européen Nature for Cities, dont Plantécité est partenaire, nous avons développé un petit outil interactif appelé l'explorateur de SFN, qui permet de s'acculturer au sujet et de découvrir les solutions fondées sur la nature. Dans cet outil, la plupart des solutions fondées sur la nature ont une fiche pratique avec un certain nombre d'informations. Et ces fiches sont d'ailleurs en train d'être mises à jour. Donc si vous voulez regarder cet outil dont Marion va vous partager le lien dans le chat et nous faire des retours, toute remarque est la bienvenue. Donc au niveau de la connaissance sur les solutions fondées sur la nature, de nombreux projets de solutions fondées sur la nature sont en développement à l'échelle européenne, avec beaucoup de sites démonstrateurs qui permettront d'avoir des retours d'expérience. Au niveau des freins, il y a quand même un manque de recul sur certains dispositifs et notamment sur des questions législatives. Et il y a quand même, au niveau des connaissances sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes en milieu urbain, encore des recherches à faire et une meilleure connaissance à acquérir. Et donc, cela nécessite la multiplication des projets de solutions fondées sur la nature pour étudier ces aspects et pouvoir expérimenter et gagner en connaissances. Un deuxième enjeu, c'est de bien connaître son territoire. Pour cela, il est possible et même recommandé de s'appuyer sur des documents qu'on a déjà. Donc, par exemple, ça peut être les trames vertes et bleues, les plans climat, les inventaires de la biodiversité, donc les IBC en région Centre-Val de Loire ou ABC au niveau national. Connaître son territoire, ça peut se faire avec des outils de télédétection, des enquêtes, et ça permet d'identifier les vulnérabilités et de prioriser l'action. Le diagnostic préalable de l'ensemble des enjeux permet de regarder comment ils se recoupent pour identifier des secteurs prioritaires pour développer les solutions fondées sur la nature. Donc il y a un levier important, c'est la multiplication des outils de collecte et d'analyse de données, avec par exemple la SIG ou la télédétection. Et un frein, c'est en fait la difficulté à collecter les données parfois et surtout à les interpréter. Sur le temps long, il est donc important d'intégrer dans les projets des spécialistes qui puissent bien interpréter les données collectées. Un autre enjeu, c'est la mise en place d'indicateurs de suivi pour mettre en valeur les impacts positifs des solutions fondées sur la nature pour le territoire et les grands enjeux auxquels on veut répondre. Il est important de pouvoir suivre certains indicateurs pour montrer par exemple l'évolution de la biodiversité sur le site. Donc un des leviers, c'est que les données récoltées permettent vraiment de valoriser le bilan environnemental, social et économique positif à long terme que peuvent avoir ces solutions fondées sur la nature. Et du coup, le corollaire, c'est que le frein, c'est la nécessité de conserver un suivi comparable sur le temps long. Donc ici, je voulais vous donner un petit exemple. La ville de Courbevoie a lancé un marché de gestion écologique pour un de ses cimetières, où le prestataire tient un registre de suivi des observations et actions qu'il fait sur le site. Et si jamais un jour il ne gagne pas le renouvellement du marché, il transmettra à ses successeurs tout ce suivi pour qu'il puisse être continué et donc garder une trace dans le temps malgré le changement de prestataire. Et donc, l'autre enjeu sur les indicateurs de suivi, c'est de bien choisir ces indicateurs
Et donc, il peut être intéressant d'échanger avec ses voisins sur les batteries d'indicateurs qu'ils ont mis en place afin de se partager son expérience et de choisir des indicateurs adaptés. Ensuite, quatrième enjeu, favoriser une gouvernance inclusive. Comme les solutions fondées sur la nature se déploient à différentes échelles et sont au croisement de différents enjeux, elles nécessitent de créer des transversalités entre services, de faire appel à des experts et d'intégrer les habitants. Quand je parle d'habitants, je parle aussi bien des entreprises implantées sur le territoire que des citoyens. Et donc, impliquer ces différentes parties prenantes dans la décision permet d'avoir des solutions fondées sur la nature mieux acceptées, ce qui est un levier important pour mettre en place une gouvernance inclusive. Le frein, c'est que ça prend du temps, ça demande des compétences et une volonté de partager le pouvoir afin de pouvoir inclure de nombreuses parties prenantes et les faire participer à la décision. Mais c'est justement le socle même des assises d'expérimenter et de favoriser ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse, Anne pourra vous reparler au moment des questions du fait qu'à la métropole d'Orléans, la direction de la vie des quartiers et de la démocratie participative a été formée en interne à l'animation de démarches participatives en plus d'un accompagnement externe pour les assises. Enfin, le dernier enjeu est de financer son projet. Donc, pour que les solutions fondées sur la nature puissent être déployées massivement, il est nécessaire de changer à la fois les modalités de financement, en prévoyant les coûts de maintenance, surtout les premières années, et de penser à long terme en regardant les bénéfices sociaux, environnementaux et économiques sur le temps long, mais aussi penser à solliciter des cofinancements selon les enjeux auxquels les solutions fondées sur la nature répondent. Donc le levier, c'est qu'il y a plein de financements possibles, il y a des financements de projets européens ou d'organismes tels que Biodiversa, il y a des financements sur la revitalisation des centres-bourgs, et il y a des financements aussi des différentes agences, de l'énergie, de l'eau, de la biodiversité, ou encore des acteurs privés qui peuvent cofinancer les projets. Et enfin, un levier économique non négligeable, c'est que l'ingénierie écologique permet de créer des emplois non délocalisables. Un frein aujourd'hui, c'est que les modalités de financement actuelles favorisent les solutions grises. Il est donc important de convaincre les décideurs et les financeurs des bénéfices économiques sur le long terme, avec des solutions fondées sur la nature qui s'entretiennent facilement et avec des bénéfices qui augmentent dans le temps. Donc en résumé, il y a une prise de conscience grandissante des enjeux qui est favorable à la mise en œuvre de projets de solutions fondées sur la nature, mais il est nécessaire de convaincre l'ensemble des acteurs sur l'ensemble de ces enjeux d'adopter une vision de long terme. Donc, pour résumer tout ce que je viens de vous dire, je vous ai mis quelques bonnes pratiques qu'on peut mettre en place si on veut mettre en place des projets de solutions fondées sur la nature. C'est d'évaluer ces projets, donc mettre en place une collecte de données et des indicateurs pour les analyser, mesurer l'impact social et environnemental de l'aménagement sur le territoire, mesurer les retombées économiques directes, indirectes et induites, inclure davantage de parties prenantes en travaillant en transversalité entre les services, autour d'une vision et d'un projet commun qui donnent du sens, inclure des experts avec des écologues par exemple dans des équipes pluridisciplinaires, favoriser les sciences participatives et l'inclusion des habitants, et convaincre les décideurs en adoptant de nouvelles manières de défendre les projets, notamment en prenant une perspective temporelle plus longue pour changer la perception des projets de SFN et surtout la perception de leurs impacts. Et pour finir ma présentation en quelques minutes, je vais vous présenter 3 projets. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez avoir plus de détails sur ces projets, vous pourrez regarder les autres webinaires qui s'appellent les petits déjeuners SFN. Donc le premier exemple, c'est celui du Petit Rhône, de la réouverture du Petit Rhône à Sarcelles. C'est un projet qui a été réalisé en 2014 en cogestion entre la ville et la SIA, qui est la structure intercommunale qui a pour mission la collecte, le transport et le traitement des eaux usées et la gestion des rivières, notamment les inondations et la qualité de l'eau. Donc c'est un territoire avec 35 communes et plus de 20 000 habitants. Les enjeux, en fait, c'est des problèmes d'inondation, très peu d'espace disponible et une forte urbanisation du lieu, mais aussi quelques autres enjeux comme la question de l'appropriation sociale des zones humides, le problème des déchets sur le site. Donc le cours d'eau a été renaturé et reméandré pour mieux accueillir la biodiversité, en faisant appel à de l'ingénierie écologique pour la gestion du cours d'eau, et le lieu a été doté d'une petite zone humide avec de nombreux aménagements qui sont vraiment accessibles aux piétons pour leur déplacement quotidien, et l'ajout de panneaux pédagogiques pour sensibiliser à ce qui a été fait et pourquoi. Donc il y a vraiment eu un triptyque communication, sensibilisation, formation, et un inventaire faune-flore qui a été réalisé. D'ailleurs, ce projet a été pensé à l'échelle du territoire avec la mise en place de bassins de retenue dans la plaine de Chauffour, qui est située en amont de Sarcelles. Donc il y a vraiment une gestion de l'eau qui est pensée à l'échelle du territoire. Et donc il y a eu un suivi qui a été mis en place avec des indicateurs pour la gestion du cours d'eau, pour suivre en temps réel les débits du cours d'eau, anticiper les événements pluvieux et modéliser telle ou telle situation critique.
Et il y a aussi un suivi photographique. Donc Marion va vous mettre le lien dans le chat de la ville en fait a réalisé des photos à différentes années pour montrer l'évolution de la végétation sur le site. Et au niveau du budget, il y a eu 60% du budget qui a été réalisé en cofinancement. Donc, deuxième exemple, c'est un projet autour de la gouvernance. Donc, c'est un projet qui s'appelle Canopée Remix et qui a été mis en place fin 2020 par Lyon Métropole. L'idée, c'était, dans le cadre du plan Canopée, de susciter vraiment un mouvement collectif et un élan à travers la créativité et la ludicité, avec comme objectif de travailler sur comment atteindre 30% de canopée urbaine, soit 300 000 arbres plantés d'ici 2030. Et donc, cette action, c'était un marathon créatif avec 120 personnes qui avaient des profils très divers et qui, du coup, a vraiment permis, sur un temps court, de créer une émulation autour de ces sujets. Et enfin, dernier exemple, le parc des Égalades à Marseille, qui est un projet en cours, dont la livraison est prévue en 2026. Donc, le porteur de projet, c'est la ville de Marseille, dans le cadre du projet de rénovation urbaine Euromed 2. Ce site, c'est un ancien site de la SNCF, où l'idée, c'était de mettre en place des économies d'eau, de la production alimentaire, de lutter contre les îlots de chaleur, d'atténuer les risques d'inondation et de réintroduire la biodiversité en ville. Le parc fera 14 hectares, ce qui en fera un des plus grands parcs de Marseille et qui constituera une zone humide urbaine. L'idée, c'est vraiment de créer une continuité écologique avec les autres parcs de la ville, mais aussi d'en faire un réceptacle naturel des eaux pluviales qui puisse remédier aux inondations de certains quartiers en aval. Donc pour ce budget, il y a eu une estimation économique qui a été faite sur les coûts et les bénéfices attendus, même en termes de co-bénéfices. Et ils ont estimé que pour 1 million dépensés pour la création du parc, il y avait 6,2 millions de bénéfices publics et privés attendus en retour. Voilà, donc je vous ai présenté ces petits exemples assez rapidement. On pourra y revenir si jamais vous avez des questions. Et du coup, je vous écoute pour si vous avez des questions sur ce concept de solution fondée sur la nature avant qu'on passe à des exemples un peu plus régionaux. Je vous invite à poser vos questions dans le chat si vous en avez. Bon, bah, c'est exactement ce que j'allais dire. Bon, écoutez, du coup, on va partir du principe que tout est clair. Vous avez Pascal, peut-être un petit complément. Pascal Larmande vous a aussi mis dans le chat un lien vers Viginature sur les indicateurs de biodiversité. Il y en a qui existent aussi, que vous connaissez peut-être, qui sont dédiés aux professionnels pour suivre finalement les modes de gestion écologique de nos parcs et jardins sous la dénomination du Propage. Donc là aussi, ça fait une batterie complémentaire et c'est des choses qui sont très simples à suivre et très enrichissantes pour le suivi des projets. Du coup, s'il n'y a pas de questions, on va passer tout de suite à la suite avec la présentation de Pascal Larmande de la RD Centre-Val de Loire. Merci. Donc, normalement, la présentation doit être visible. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Pascal Larmande. Je travaille donc à l'Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire et je suis animatrice spécifiquement sur les solutions d'adaptation fondées sur la nature. Et dans le cadre de mes missions, en fait, je fais notamment de l'accompagnement au déploiement d'actions d'adaptation des territoires face à tout ce qui relève des enjeux qui sont liés au climat. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'interviens aujourd'hui et notamment, je vais vous présenter un panorama d'actions, alors quelques actions ciblées en fait, qui pourraient tout à fait être mises en œuvre de façon globale en Centre-Val de Loire et notamment sur l'Orléanais. Ma présentation ne passe pas. Hop, si, c'est bon. Donc finalement, déjà la question, pourquoi travailler sur ces sujets-là? Parce qu'en région centre, on a déjà les effets du changement climatique qui se ressentent et ça va se poursuivre dans les années à venir avec par exemple donc, une augmentation des températures, on estime à 2 degrés de plus d'ici 2050, donc ça va avoir des répercussions, plus de jours anormalement chauds, une augmentation des feux de forêt. Alors ça, c'est à pas négliger parce que c'est un risque qui n'est pas forcément prépondérant à l'heure actuelle en région centre, mais on pourrait avoir finalement une région qui aurait un risque qui ressemblerait à celui actuellement dans le sud-est de la France.
Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à anticiper. Et puis également tout ce qui va toucher le dérèglement du cycle de l'eau avec des augmentations des risques de crues, d'inondations, d'érosion, ruissellement avec les coulées de boue, et puis une tension sur la ressource en eau qui va être croissante du fait de la diminution de la recharge de cette ressource. Donc, par rapport à ces constats et à ces estimatifs, c'est vraiment indispensable de préparer les territoires pour mieux s'adapter. Et dans ce cadre-là, la nature peut apporter vraiment des solutions. C'est ce qu'a montré le panorama qu'a montré Mathilde à l'instant. Il faut savoir qu'il n'y a pas une solution qui va répondre à tout, mais c'est vraiment la mise en place de tout un panel d'actions qui va permettre d'apporter en fait une amélioration globale à l'échelle du territoire. Alors, par exemple, dans le cadre de l'augmentation des températures, on va avoir un ressenti qui va être un peu différent, d'autant plus dans les villes, avec des canicules, avec des jours plus chauds, et donc ça va notamment avoir un impact sur la santé des habitants. Il va donc être important pour les villes de mettre en place des actions pour limiter, voire pour diminuer ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains. Donc cet îlot de chaleur urbain, c'est un phénomène qui va se ressentir principalement en ville, avec une élévation localisée des températures, notamment des maximales en journée, et également qui va se ressentir avec une moindre diminution des températures la nuit par rapport à des zones rurales qu'on peut avoir aux alentours des villes. Donc c'est le petit schéma que vous avez en bas à gauche. C'est un vrai enjeu sanitaire, cette lutte contre les îlots de chaleur urbains. Et comme le montre le schéma, on a une vraie corrélation entre la présence de parcs, la présence de jardins et la moindre augmentation des températures, donc ce qu'on appelle en fait les îlots de fraîcheur ponctuels dans la ville. Donc, on peut vraiment agir en ville par rapport à ces îlots de chaleur grâce au positionnement de végétation. Et donc, un exemple parmi d'autres que je vais vous présenter, c'est l'exemple des micro-forêts urbaines. Le principe, c'est de planter donc une petite forêt selon une certaine méthode en fait qui va permettre à cette forêt d'arriver à maturité à échéance de 20 ans. Une forêt classique, normale, qui pousse dans des conditions conventionnelles, va devenir mature après 100 à 150 ans à peu près. On va avoir un étagement en fait de la pousse de différents végétaux jusqu'à arriver à cette forêt mature. Là, le but, c'est d'arriver sur une forêt qui sera mature en 20 ans, donc qui fournira rapidement l'ensemble de ses services. Et donc, ce petit patch de forêt, c'est pas une forêt de production. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est pas comme la forêt d'Orléans, par exemple, on n'est pas dans la production de bois. Et c'est pas non plus une forêt d'ornement, c'est pas un parc forestier. On est vraiment dans un petit patch de forêt qui va créer un microclimat localisé et qui va permettre de rafraîchir la ville. Pour une idée globale, on estime que pour 100 mètres carrés de petite forêt, on peut avoir 1 à 2 degrés de moins qui va se ressentir sur 100 mètres aux alentours de ce petit patch. Donc, ça peut quand même être très intéressant au niveau des quartiers d'avoir le positionnement de ces petites forêts. Ces petites forêts vont aussi avoir un intérêt, c'est qu'elles vont absorber la pollution, une partie notamment du CO2 qui est émis par les voitures, qui va être captée par les arbres. Elle va pouvoir aussi tamponner les pollutions sonores. Et puis, les racines vont filtrer l'eau et vont pouvoir améliorer la qualité de l'eau qui va s'infiltrer dans les sols. Et puis, globalement, on aura aussi une amélioration du cadre de vie des habitants. Et puis, cette petite forêt, elle va former tout un ensemble d'habitats qui va être propice à une faune et à une flore vraiment diversifiées. Donc, comment faire? Comment procéder pour obtenir de cette petite forêt, cette micro-forêt urbaine? Alors déjà, on est sur des petites surfaces. On n'a pas besoin de très grands terrains. On estime qu'à partir de 6-8 places de parking, donc quelques centaines de mètres carrés, on peut déjà mettre en place une petite forêt urbaine. Et il n'est pas nécessaire d'avoir des grands terrains. En général, il ne faut pas dépasser les 3000 mètres carrés. Donc, c'est l'équivalent d'un demi-terrain de foot, pour vous donner un ordre d'idée. Et il vaut mieux avoir plusieurs petites forêts, petites surfaces, qu'une surface cumulée. Puisqu'on va avoir un impact qui va se faire aux alentours de cette petite surface. Donc, plus on aura de petites surfaces disséminées dans la ville, plus on aura d'îlots de fraîcheur qui seront répartis dans la ville. L'intérêt de bien préparer le terrain, c'est que
là où il y aura la plus grande plus-value de la mise en œuvre de ces petites forêts, ça sera si on désartificialise un espace. Et pour y mettre la petite forêt, la micro-forêt. Et donc, dans ce cadre-là, le terrain, le sol en dessous de ces espaces imperméabilisés ne va pas être d'une qualité suffisante pour pouvoir permettre une pousse favorable et rapide des essences qui vont être mises dessus. Ensuite, on va avoir une plantation très dense. On est entre 3 et 5 plants au mètre carré. Ça, c'est très important d'avoir cette plantation très dense parce que c'est justement ce qui va favoriser la compétition entre les arbres et qui va leur permettre de pousser plus vite. On estime qu'on peut avoir jusqu'à 2 mètres de pousse en l'espace de 2-3 ans. Donc, on a vraiment une réponse rapide. Et puis, une chose très importante, c'est d'être exclusivement sur des essences locales. Alors, essence locale, c'est finalement, si vous allez vous balader en forêt, toutes les plantes qui vont pousser naturellement, c'est ce qu'on va avoir comme essence locale. Donc là, vous savez, je vous ai mis un outil qui a été développé par l'Observatoire régional de la biodiversité, l'ORB. C'est un outil qui s'appelle Planter local. Mon collègue Benjamin Virelli vous a mis le lien direct dans le chat. Cet outil-là, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir cliquer sur, vous voyez la petite carte en bas à gauche, vous cliquez sur votre zone géographique en région centre et ça va vous donner comme un espèce de catalogue d'arbres et d'arbustes qui sont vraiment adaptés, qui sont locaux et adaptés à votre zone géographique. Et le deuxième outil que je vous ai mis, qui est sur la droite, c'est une fiche qui vient d'être développée par l'ARB. Elle n'est pas encore mise en ligne, je m'en excuse, mais normalement, ça ne devrait pas tarder. Et donc, sur le site internet de l'ARB, vous allez pouvoir retrouver cette fiche qui va vous donner aussi les grandes lignes de cette plantation de microforêt. Ce qui est important aussi quand on va planter, quand on va faire le choix de ces essences locales, c'est de pas choisir d'essences pionnières qui vont être des bois tendres, donc par exemple le saule, le bouleau, mais d'aller directement sur des essences matures, type frêne, tilleul, chêne. On peut avoir du sorbier, on peut avoir du houx, du merisier, des choses comme ça, qui vont directement représenter en fait des essences qu'on trouverait dans une forêt mature. Et puis, bien mélanger les espèces entre elles au moment de la plantation. Plus elles vont être mélangées, plus il va y avoir d'interaction entre les racines des différentes plantes. Et à ce moment-là, mieux la pousse se fera. Ce qui est très important dans le cadre de cette micro-forêt urbaine, c'est vraiment de penser le projet globalement. Se faire accompagner par des structures qui connaissent vraiment la méthode en question parce que on peut planter une micro-forêt n'importe où, finalement planter des arbres, ça pose absolument pas de souci. Par contre, si on veut obtenir ce résultat d'une pousse rapide et d'une bonne réponse de cette micro-forêt, il y a on va dire quelques grandes règles un petit peu à respecter dans la façon de planter. Après, une autre chose qui est très importante, c'est de pouvoir, par exemple, prévoir des contrats de culture. Quand on est sur des essences locales, du végétal local notamment, il y a une tension sur la fourniture, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de demandes et pas forcément beaucoup de pépiniéristes qui proposent ces plants. Et donc, c'est intéressant de passer des contrats de culture avec les pépiniéristes parce que comme ça, donc, le passer le plus tôt possible dans votre projet pour que les pépiniéristes puissent mettre en plantation déjà, mettre en pousse les essences dont vous aurez besoin. Ah, ça a l'air d'être bon pour le son, excusez-moi, j'ai l'impression que certaines personnes m'entendent plus très bien, pardon. Donc oui, sur les contrats de culture. Donc ça, c'est important de pouvoir vraiment anticiper. Et l'autre chose qui pourrait être intéressante, notamment pour les communes qui ont des serres en régie, pour le fleurissement par exemple, ça peut être d'envisager un partenariat entre des collecteurs de graines végétales locales et puis des équipes techniques. Et c'est vraiment un rapprochement intéressant parce que ça permet aussi d'avoir une appropriation du projet et des finalités du projet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez enrichissant. Et puis, dans ce type de projet, ce qui est vraiment aussi intéressant d'un point de vue social, c'est de faire vraiment une participation citoyenne. Par exemple, Toulouse a mis en place un budget participatif qui permet justement de déployer ces microforêts urbaines. Dans la commune de Ouascal, dans le Nord, les élèves des écoles ont fait une sortie en forêt, donc dans une forêt naturelle à proximité de la commune, pour découvrir comment fonctionne une forêt, la faune, la flore spécifique, et ensuite ils sont revenus pour recréer cette micro-forêt près de l'école. Donc là, il y a vraiment
un développement pédagogique qui est lié à ce projet-là. Et puis, à Aulnay-sous-Bois, par exemple, il y a aussi eu une participation qui a été liée aux entreprises avec 2 micro-forêts qui ont été implantées autour d'entrepôts logistiques. Donc, ça permet de pouvoir vraiment impliquer de façon très générale l'ensemble des citoyens. Un autre exemple que j'ai voulu vous présenter, c'est vraiment tout ce qui est lié à la problématique de l'eau. Je vous disais tout à l'heure, la tension notamment liée à la recharge moindre des nappes souterraines, par exemple, le risque inondation qui est un risque très important en région centre. Et donc, par rapport à ça, c'est vraiment de pouvoir penser la ville comme une ville éponge. Alors actuellement, l'eau de pluie, c'est vu plutôt comme un déchet. On essaie de la faire partir le plus vite possible. Cette façon de faire, en fait, en mettant l'eau dans les tuyaux et en la faisant partir le plus vite possible, finalement, ça va augmenter le risque d'inondation en aval, puisqu'on va densifier cet apport d'eau dans les tuyaux et donc dans la rivière en aval. Et puis, finalement, on fait partir l'eau le plus vite possible après, et donc, ça ne participe pas à la recharge des nappes phréatiques locales. Alors qu'on sait que on peut avoir 70 à 80% du volume des pluies qui peut être géré sans rejet, c'est-à-dire qui peut être géré au plus près de là où la pluie tombe. Et donc, je voulais vous faire un focus, là je vais trop vite, sur 2 systèmes. Un premier système qui s'appelle les jardins de pluie. Globalement, ce système-là, donc c'est quelque chose que pour beaucoup, vous connaissez dans vos collectivités, puisque sur l'agglomération orléanaise, il y a plusieurs communes qui mettent en place ce type de jardin de pluie, notamment dans les nouveaux quartiers. Le principe, c'est en fait un espace vert qui est en décaissé par rapport au sol, avec un sol drainant, et puis avec des eaux de ruissellement qui sont orientées vers le système. Alors, ça va être des eaux de ruissellement pour la typologie plutôt de noues, ce qu'on appelle des noues végétalisées, et ça va être des eaux de sortie de gouttière pour ce qu'on appelle les jardins de pluie. L'intérêt, c'est que l'eau va s'infiltrer, va être stockée en fait dans ces zones-là, et ensuite va s'infiltrer en général en moins de 24 heures. Donc, il n'y a pas de problématique de moustiques parce qu'en fait, on n'a pas d'eau stagnante. Et puis, on n'a pas besoin d'arroser puisque finalement, c'est la pluie qui se charge d'arroser ces espaces verts. Donc là, pour ces thématiques-là, vous avez le replay. Il y a eu une intervention sur l'intégration de l'eau en ville hier. Et donc, dans le cadre des assises, vous avez un replay qui est disponible. Et donc, le deuxième système, qui ressemble beaucoup au jardin de pluie, c'est ce qu'on appelle l'arbre de pluie. C'est la même chose, mais de façon très ponctuelle, avec juste l'implantation d'un arbre dans une fosse plus grande qu'une fosse habituelle, un volume plus grand, et puis un drainage sur le bas de la fosse, comme on peut voir sur le petit schéma en bas à gauche. Les bénéfices de ces 2 systèmes-là, c'est vraiment d'avoir une diminution des volumes rejetés et des débits instantanés. Ça va contribuer aussi à recharger les nappes phréatiques. Ça va hydrater globalement les sols. L'humidité va permettre d'atténuer les îlots de chaleur. On va aussi avoir une amélioration du cadre de vie. Et puis, ça va s'insérer également dans toute la problématique des corridors écologiques avec une augmentation de la biodiversité. Et donc, on peut aussi intégrer ces systèmes-là dans des espaces verts existants, en réadaptant un peu. Par exemple, en décaissant un peu les espaces verts existants ou alors en créant des saignées. Souvent, les espaces verts sont entourés par des bordures. Et donc, en créant des saignées dans ces espaces verts pour pouvoir naturellement orienter l'eau de pluie à minima vers ces milieux-là. Et puis, une autre solution, c'est de renaturer des zones minérales. Donc, c'est l'exemple que vous avez en bas sur Strasbourg, où vous aviez un angle qui était minéralisé, qui n'avait pas une utilité particulière. Et donc, une fosse a été décaissée, une plantation a été faite. Et là, on est vraiment dans une plantation très naturelle, alors pas spontanée, elle a été plantée, mais ensuite, la pousse se fait de façon un peu sauvage. Et donc, on a finalement moins de gestion qu'un espace vert classique. Et puis, on a cet espace qui va servir à la fois pour l'eau, qui améliorera le sol et qui améliorera aussi la biodiversité. Et en fait, c'est la multiplicité de ces types de projets qui va être intéressante en maillant vraiment l'ensemble du territoire communal et qui va permettre d'avoir des résultats efficaces. Et je voulais juste finir avec un focus sur les mares et les zones humides. Alors, ça peut être des mares construites dans le cadre d'un projet de construction de quartier, par exemple, pour gérer les pluies. Mais surtout, je voulais faire un focus sur les mares anciennes qu'on a dans les centres-bourgs ou qu'on a en périphérie. Très souvent, sans qu'on en soit vraiment conscient, ces mares elles rendent des nombreux services, notamment dans la gestion des eaux de pluie.
souvent elles sont dans des points bas d'une parcelle agricole ou d'un quartier. Et c'est important de pouvoir les connaître déjà et de pouvoir les prendre en considération dans cette réflexion liée à l'eau en ville. Par exemple, pour une orientation d'aménagement programmé, une OAP, si on a une zone humide ou une mare qu'on va connaître sur la surface de l'OAP, par exemple sur le futur nouveau quartier, il faut l'intégrer à part entière dans le projet parce que finalement, en la remettant en bon état fonctionnel, ben, ce milieu naturel, il va pouvoir rendre gratuitement et pleinement un ensemble de services, notamment liés à l'eau, mais pas uniquement. Donc voilà pour les grands exemples que je vous ai présentés, que je voulais vous présenter. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci beaucoup, Pascal. On avait une question dans le chat et je vous propose que vous y répondiez tout de suite et comme ça on pourra passer ensuite à la présentation du parc de Loire parce que sinon ça risque d'être un peu loin. C'était une question sur la gestion des micro-forêts avec déjà comment ça se gère une micro-forêt et faut-il prévoir des éclaircies au bout de quelques années pour que les arbres ne se gênent pas entre eux et grossissent en diamètre pour ne pas être trop fragiles vis-à-vis du vent. Est-ce que vous avez des Alors informations? justement, donc par rapport à cette gestion des micro-forêts, en fait, c'est des espaces qui vont demander très peu de gestion. Comme je vous disais, c'est des espaces qui ne sont pas pensés ni pour la production de bois, ni pour l'ornement. C'est des espaces. Alors, une chose importante, c'est des espaces qu'il va falloir, enfin, engrillager, c'est pas tout à fait le terme. Le but, c'est que les gens ne puissent pas se balader à l'intérieur de cette micro-forêt parce qu'il faut que les bois denses, les arbres poussent densément et se fassent compétition. Et donc, il n'y a pas besoin de faire d'éclaircies parce qu'en fait, ils vont se faire compétition tout seuls les uns avec les autres et donc vont prendre le dessus certaines essences, certains pieds, certains arbres plutôt que d'autres. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir ce mélange d'essences sur toute la parcelle. Et donc, ils vont se réguler d'eux-mêmes. Donc, il n'y a pas besoin d'éclaircies du tout. Ils vont grossir tout seuls et ils vont s'autogérer finalement. Et donc, il y a juste besoin d'avoir une petite vision sur les plantations pendant les 2 premières années, le temps que ça pousse bien, que ça s'enracine bien. Et ensuite, c'est normalement des forêts qui vont se gérer, des petits espaces qui vont se gérer d'eux-mêmes. Merci beaucoup pour cette réponse. Du coup, on va voir maintenant la présentation du parc de Loire. On vous écoute, Denis et Juliette. Je vais remettre mon micro. Vous m'entendez? Oui. Oui. Je vais mettre en plein écran. Et puis, je sais que j'ai un petit décalage dans l'affichage, donc vous m'excuserez. Je vais présenter rapidement et puis présenter Juliette aussi. Donc, Denis Bigot, je suis responsable du service ingénierie de l'espace public de la métropole et donc, je partage la présentation avec Juliette, donc ma collègue qui est responsable, qui est responsable de la fin du projet. Donc, on a la chance dans le service là, de suivre ce projet sur le parc de Loire. On va faire un focus aujourd'hui là dans le cadre donc de webinaire sur les solutions aménagement particulier, la restauration du plan d'eau de Charlemagne. En complément, ce que je peux dire, c'est qu'il y a aussi avec nous connecté Pierre Rieux-Détombe, donc notre maître d'œuvre dans la mise en place, la mise en œuvre du projet, qui pourra répondre aux questions techniques. Donc, sur le parc de Loire, je commence l'introduction par présenter rapidement le parc de Loire. Donc, le parc de Loire, c'est un projet de l'agglomération de la métropole qui s'étend en fait sur 340 hectares, donc qui est une surface extrêmement importante. Et sur ces 340 hectares, en fait, il y a 196 hectares de sites Natura 2000. Donc, ça recouvre à la fois la base de loisirs historique de la ville d'Orléans, donc Charlemagne, et des terrains plus à l'ouest et plus à l'est, qui se trouvent en fait devant la levée de Loire, dans le lit majeur. Donc, un espace particulièrement sensible et aussi riche théoriquement de biodiversité. Ce site-là, ce qui est remarquable aussi, c'est qu'il est à 10 minutes en vélo du pont Georges V et que voilà, donc il est particulièrement accessible et puis au cœur de notre métropole. Et
Aujourd'hui, donc, il y a autour de l'île Charlemagne et du Bois de Lille environ 170 000 visiteurs et 8 associations résidentes. Le projet en soi, c'est un parc naturel urbain. Et donc, l'idée est aussi d'associer au maximum les différents partenaires, donc les associations, les 3 communes et toutes les activités qui existent et qui devraient se développer sur le site, puisque le concept, dans le fond, c'est de concilier le développement du cadre de vie des Orléanais et hors de la métropole, tout en valorisant les milieux qui sont existants. Et en ça, bon, ça rejoint aussi les principes qui fondent les solutions sur fournisseurs nature, même si le sujet du jour, c'est pas complètement le parc de Loire, mais plutôt la restauration du plan. Ouais, j'essaie de passer ma diapo. Pardonnez-moi pas. Je suis désolé, mon PC bug, donc j'arrive pas à passer les diapos, je vais revenir. Hop. Donc, pour compléter sur le parc de Loire, donc vous avez quelques images pendant que je parle. Donc le parc s'étend du démarrage du Saint-Charles, donc juste après Pont-Georges V, jusqu'au bout de la métropole, donc au bois de Lille. Et ici, vous avez une image en effet du plan d'eau qui va être le sujet central de la suite de la présentation. Donc aussi sur le parc de Loire, il y a trois grandes thématiques qui sont et qui vont être développées. La première, donc, qui touche le sujet du plan d'eau, entre autres, c'est de l'aménagement. Vous avez donc le plan guide, donc, qui a été validé qui a été validé par les instances de la métropole fin 2018 et donc qui est le grand plan, on va dire, d'aménagement du parc. Donc on y retrouve l'île Charlemagne, une base de loisirs de la ville d'Orléans. Plus à gauche, donc toute la croche urbaine avec la volonté de la métropole d'investir un site aujourd'hui industriel qui est le site Pécom. Et tout à l'est, donc des espaces agricoles plus naturels, dont la vocation est plutôt de mettre en place un gradient, on va dire, de densité d'activité, donc très dense sur l'accroche plutôt urbaine, jusqu'à des activités un peu moins fortes, plus de contemplation ou de découverte de la nature en allant vers l'est. Ça, c'est le premier point. Donc, le deuxième point, c'est aussi des volontés de gestion et d'exploitation, parce qu'aujourd'hui, j'ai dit que c'était un site historiquement très riche, puisqu'il est dans l'image de la Loire. En pratique, on est quand même sur une gestion de l'espace qui a fait, avec les années, que le site présente certaines vétustés écologiques. Donc, l'idée, c'est aussi de faire évoluer la gestion pour qu'on retrouve une biodiversité qui soit correcte. Enfin, le dernier point, c'est aussi le développement. Donc, c'est de développer qui permettent d'avoir et d'offrir une offre de loisirs plus riche quand même. Denis, on vous entend très très mal. Je ne sais pas si vous pouvez éventuellement essayer de nous rappeler par téléphone. Vous avez le numéro? Je sais y aller, j'y vais. Ok, super. En attendant, si vous avez des questions, déjà, vous pouvez y réfléchir et commencer à les poser dans le chat, ou alors si vous avez vous-même des retours d'expérience que vous voudriez nous partager par la suite. Cette petite pause peut être le moment d'y réfléchir.
Vous m'entendez mieux? Oui, ok. Désolé de cette petite internet, puis désolé que vous n'avez pas tout entendu. Donc là, on va rentrer réellement dans le sujet du plan d'eau. Donc le plan d'eau, il fait 30 hectares, donc vous avez quelques photos du site. Et c'est donc le plan d'eau historique de la base de loisirs. J'ai décidé de mettre beaucoup de problèmes techniques puisque je n'arrive pas à nouveau à passer mes dispos. Donc là, c'est un petit point sur l'historique, donc très rapidement. Donc en fait, le site de l'île Charlemagne, c'est un ancien site d'exploitation de sable, donc qui a couru des années 60 à la fin des années 80. Puisque en fait, dans la fin des années 80, il y a eu la création par la ville d'Orléans de la base de loisirs. Et donc le creusement, là vous voyez sur les images, le creusement du plan d'eau actuel. Donc le plan d'eau, c'est un site en fait qui est issu des gravières et qui a une gestion dans l'histoire, on va dire, assez rase et basique, avec donc des talus assez marqués, issus des gravières, et des berges pentues et fréquemment tondues. Ce qui fait qu'en pratique, il y a une eutrophisation qui est très forte, c'est-à-dire la présence de phosphore et de nitrate en quantité importante dans l'eau, qui favorise l'apparition de cyanobactéries. Et la problématique de ces cyanobactéries, c'est que en fait, elles créent en été des interdictions de baignade qui ne sont pas compatibles avec être en danger pour la santé humaine. En plus de ça, dans le diagnostic qui a été fait sur l'état biologique du plan d'eau, on avait constaté que les sources en fait de phosphore notamment n'étaient pas faciles à tracer. Il y en avait à la fois qui venaient des feuilles, qui venaient aussi du ruissellement lors de pluie, qui provenaient également de fuites dans le d'assainissement, mais également, c'était bien celle-là qui était difficile à tracer, c'est que provenir des résurgences. Le plan d'eau est alimenté, entre autres, par des résurgences de loin. Donc là, je vous ai fait un petit aperçu du plan d'eau et de son usage. Donc c'est un espace qui, on l'a dit, qui est assez grand, mais qui finalement est assez réduit par rapport à la quantité d'usage qui se déroule sur le plan d'eau. Qui est à la fois donc de la pêche, des canoës, aussi un usage pour les chiens, des entraînements de chiens, et globalement en haute saison, il y a en plus tous les baigneurs, qui pouvaient déjà créer à l'époque des conflits d'usage sur le site. Donc par rapport à ces conflits d'usage et au boom de cyanobactéries, en fait, on a une commande politique qui était de résoudre en fait ces dysfonctionnements avec pour objectif de réduire en fait et de décaler l'apparition des cyanobactéries et donc de réduire la période de fermeture des baignades qui arrivait historiquement souvent entre fin juillet et puis le 20 août. Donc cette commande politique, elle a été retraduite, on va voir après, avec différents scénarios. Et au final, le projet qui a été réalisé donc a coûté 2 millions d'euros. On va vous le détailler ensuite avec une participation quand même de la région à hauteur d'1 million d'euros. Donc, ce qu'on peut dire en plus, le temps que la diapo passe, c'est que donc, ce projet-là de renaturation du plan d'eau a eu pour objectif à la fois d'améliorer la qualité de l'eau et d'améliorer la biodiversité. Mais la commande initiale, c'est quand même pas si courant, je pense, dans les solutions pour la nature, était aussi de répondre à un besoin social de baignade tout au long de l'été. Voilà un peu comment s'est déroulée l'étude. Donc en 2017, menée par la ville d'Orléans, il y a eu une première étude réalisée par les AMO qu'on va vous détailler. Puisque ce qu'il faut se dire, c'est qu'on peut avoir de l'expertise évidemment à la métropole, mais il y a des domaines comme cela, comme le génie écologique, où il faut une expertise un petit peu supérieure à celle qu'on avait. Donc le choix qui a été fait, ça a été
scénarios différents que Juliette vous détailler ensuite. Donc à partir de ces scénarios, il y a eu un arbitrage et qui nous a permis de construire donc, le programme de maîtrise d'œuvre. Et à ce moment-là, on a eu un souci qui était que notre maître d'œuvre ne partageait pas techniquement les solutions qui avaient été retenues pareillement. Donc ça, c'était une vraie difficulté, puisque, comme je vous le disais, nous n'avions pas forcément l'expertise, donc c'était un petit peu démunis. Et le choix qui était fait à ce moment-là, c'était plutôt de s'apprendre sur cette maître d'œuvre et de retenir finalement la solution qui était la moins techno. Donc ensuite, une fois que cette solution a été étudiée et mise en œuvre, donc on a pu lancer à partir de 2019 les travaux. Donc c'est l'entreprise CETI, donc qui est une entreprise spécialisée en génie écologique, qui a mené les travaux, donc jusqu'en novembre 2020 pour une durée totale de 11 mois. Je vais laisser la parole à Juliette. Oui, merci. Donc je vais prendre la suite pour la présentation en fait des différents scénarios qui avaient été étudiés par Géonat, donc le premier assistant maître d'ouvrage. Donc un premier scénario était fondé sur des solutions exclusivement fondées sur la nature, donc comme vous allez le voir sur la diapo qui va arriver, avec en particulier la protection des berges avec l'aménagement d'ouvrages de protection de berges et la plantation de roselières en pied de ces berges, ainsi que l'aménagement d'un ouvrage de sortie de crue situé plutôt à l'ouest du plan d'eau, donc en fait la zone la plus basse, où actuellement, quand on a des inondations depuis le Rio, l'eau a tendance en fait à déborder à ce point bas. Et à cette solution s'ajoutait également la réfection en fait du réseau d'assainissement, voilà, que vous voyez, donc qui part du nord jusqu'au sud du plan d'eau, qui contourne toute la partie ouest du plan d'eau. Et donc dans ce premier scénario, il était également envisagé de le reprendre et s'appuyer aussi là-dessus des solutions pour la gestion, en fait la gestion piscicole, en fait, puisqu'on a une importante réserve de poissons au niveau de ce plan d'eau. Et également des mesures pour favoriser la nidification des oiseaux, mais plutôt aux abords du plan d'eau et non pas à proximité immédiate. Le deuxième scénario qui avait été étudié, donc c'est le scénario qui a été appelé roselière et donc qui se basait en fait sur les mêmes mesures que le scénario précédent, mais en y ajoutant un système de pompe qui permettait en fait de faire circuler l'eau beaucoup plus efficacement et de l'orienter vers des filtres biologiques qui étaient situés de part et d'autre du plan d'eau. En plus de ça, la proposition était de curer en fait les poches de sédiments qui étaient venus s'accumuler en particulier à l'ouest pour voilà, diminuer la concentration en phosphate, notamment dans le plan d'eau. Un des inconvénients de cette solution était qu'en fait, en cas de crue, voilà, le fonctionnement des pompes était remis en question à chaque crue. Le troisième scénario qui avait été appelé Lagon est en fait un combiné des deux scénarios précédents, puisqu'on avait en plus du scénario nature avec la réfection de berges et puis le réseau d'assainissement entre autres, de nouveau des zones de filtration de filtres biologiques, mais cette fois-ci plus disséminées plutôt au sud, donc avec un à l'est et puis deux au sud. Et là, de nouveau, un système de pompe en fait pour faire circuler l'eau de façon plus efficace de nouveau. Voilà, avec le même inconvénient que le scénario précédent. L'avantage ici étant la multiplication en fait des points de filtrage biologiques sur le plan d'eau. Et enfin, le quatrième scénario, qui était un peu le scénario le plus complet, on va dire, avec les mêmes mesures que le premier scénario, donc en matière de protection de berge, l'ajout d'un filtre, cette fois-ci uniquement à l'est, et là, des mesures en matière de curage du Rio, qui est en fait ce bras de la Loire qui passe au sud du plan d'eau et qui amène un certain nombre d'éléments en cas de crue depuis le Rio vers le bassin. Donc de venir en fait créer une zone de décantation à l'est du plan d'eau avant l'arrivée des crues, avant l'arrivée de l'eau, pardon, et toujours à l'ouest cette vanne qui permettait de faire franchir l'eau en cas de crue également. Finalement, ces quatre scénarios en fait étaient issus de la première phase d'étude. Notre maître d'œuvre, Ingetech, a fini par retenir une méthodologie qui est basée sur en fait un mélange entre plusieurs de ces solutions.
Donc, la protection des berges avec 2 techniques. Donc, vous voyez en bleu les berges qui ont été protégées avec des enrochements et puis la plantation d'une roselière derrière. Et en marron, les berges qui ont été protégées donc avec la création d'une mégafacine. Donc, en fait, ce sont des pieux qu'on vient enfoncer dans le sol, sur lequel on vient tresser des branches souples et puis remplir avec de la terre et un géotextile qui est fermé, qui crée en fait un espèce de boudin, de retenue pour la terre des berges. Et derrière, une roselière pour permettre voilà, la phytoépuration et puis une interface en fait entre la zone de roselière et puis la partie plan d'eau, on va dire, plus profonde. On a également la création d'un ouvrage d'entrée de crue à l'est, donc là où en fait le rio est le plus proche et qui permet d'amener l'eau le plus rapidement possible vers le plan d'eau, et un ouvrage de sortie de crue à l'ouest. Une zone à l'ouest où on a effectivement effectué des abattages, en fait des abattages d'arbres qui amenaient des dépôts de feuilles et puis qui vont permettre également de libérer aussi le passage du vent, donc pour aérer la surface du plan d'eau. Et vous le voyez au centre du plan d'eau, une importante zone de curage de sédiments avec plusieurs curages qui ont été effectués avec environ 4000 m3, je crois, de matière qui ont été retirées et floculées à cette occasion. Et puis la plantation, en plus des roselières qui sont situées derrière les ouvrages de soutènement de berges, de 2 roselières plus importantes, une à l'est et puis une à l'emplacement d'une ancienne plage, voilà, qui nous permettent de faire des grands filtres biologiques et d'augmenter les surfaces de roselières sur l'ensemble du plan d'eau. Donc pour voilà, vous détailler en photo ces interventions, donc vous voyez un petit peu les phases qui vous sont détaillées, donc avec la phase d'abattage des arbres, donc on a environ 280 sujets qui ont été abattus sur la berge ouest, avec bien sûr les autorisations nécessaires, et qui permettent donc au vent de circuler et qui libèrent aussi cette berge voilà, du dépôt de feuilles à un endroit en fait où on a une berge très, très raide et qui était pas mal érodée. Et puis en bas, vous voyez également la mise en place de la barge et puis la zone de floculation des sédiments qui avaient été installés. Donc on a 4000 m3 de sédiments qui ont été dragués et environ 1300 m3 qui ont été réutilisés dans les mégafacines, en fait dans les boudins des mégafacines pour le projet et donc pour améliorer la qualité des eaux du plan d'eau. Les autres phases des travaux, on a également, donc vous allez le voir, la création des enrochements sur environ 1000 mètres linéaires, donc en particulier sur les berges ouest du plan d'eau qui vont s'afficher. Et puis avec quelques adaptations qui ont été faites pour un certain nombre d'usages en fait préexistants au niveau du plan d'eau, donc la pêche, la pratique de la voile et du kayak, du canoë. Donc voilà, l'aménagement de ces enrochements a aussi tenu compte de ces usages avec la création de plusieurs points d'accès, des rampes pour les activités sportives tout autour du plan d'eau. Vous avez au centre une vue donc, du plan d'eau depuis l'ouvrage d'entrée de crue. Donc on voit sur la gauche le démarrage des mégafacines. Et donc les dernières images vous montrent la mise en place des mégafacines sur environ 1400 mètres linéaires. Et voilà, l'image qui est pointée avec la zone de roselière qui est plantée derrière. C'est cette planche pour vous présenter la plantation donc, des roselières. Donc, les roselières ont été plantées sur tout le pourtour du plan d'eau, donc avec 2 zones plus importantes à proximité de l'ouvrage de crue et puis la grande zone de roselière de 2000 m². Les plantes ont été adaptées en fait en fonction de leur emplacement au niveau de la berge, avec des élophytes bien sûr au niveau de la zone là, qui sera la plus soumise aux crues. Et vous voyez en bas à gauche, une fois la plantation qui avait été effectuée à l'automne, on a déjà eu voilà, des premières hausses de niveau d'eau qui ont plongé les pieds des plantes dans l'eau, donc qui permettent aussi qu'elles reprennent de façon satisfaisante au printemps. Donc voilà, beaucoup d'élophytes
Et puis quelques fragmites également sur ce plan d'eau. Et vous voyez aussi en bas la mégafacine avec voilà, le double système de pieux et la roselière qui est juste derrière. Vous voyez ici quelques étapes donc dans la mise en œuvre et la construction des ouvrages de sortie et d'entrée crue. Donc en haut, l'ouvrage de sortie de crue, donc qui est affleurant quand le niveau d'eau est disons commun. On le voit sur la photo de droite, on le voit à peine affleurant. Et un ouvrage un peu plus important, l'ouvrage d'entrée crue, donc qui permet en fait l'arrivée de l'eau directement depuis le Rio vers le plan d'eau quand le Rio commence à monter en charge. Donc avec ces bus qui permettent la circulation de l'eau et puis le moindre apport en fait de sédiments depuis le Rio. Voilà, donc ce projet, on a également réalisé dans le cadre de cette opération des interventions ponctuelles sur le Rio avec un peu de plantation et puis de l'arrachage de la Jussie, donc qui est une plante invasive. Donc aujourd'hui, l'enjeu est bien de s'inscrire dans une gestion à long terme du plan d'eau pour préserver la qualité des eaux, avec la prévention de la dégradation des berges, le maintien des capacités hydrauliques des ouvrages, en fait, qui vont être surveillés et éventuellement des interventions si besoin, et puis la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine biologique, arboré, paysager du tour du plan d'eau, donc avec des interventions sur la végétation notamment, régulièrement, et ponctuelle, enfin régulièrement, mais de façon parcimonieuse, on va dire, avec des interventions ponctuelles une fois par an, pour voilà, s'assurer qu'on a une bonne reprise des végétaux, qu'éventuellement les arbres qui pourraient être dangereux ou avec des branches menaçantes soient formés ou taillés. Et puis, de façon beaucoup plus épisodique, une coupe des roselières, d'éventuelles interventions sur les enrochements et les mégafacines si on constate des dégradations. Voilà, donc une intervention pluriannuelle et puis à prévoir sur l'ensemble du plan d'eau, en sachant qu'on est donc dans un secteur de crue. Et donc on a également le rôle de l'ouvrage de sortie de crue qu'on vous a explicité un peu dans la diapo suivante, puisqu'en fait le rôle de du fonctionnement maintenant que les travaux ont été terminés, c'est bien en fait le bassin joue un rôle de tampon. Lorsque vous voyez la Loire monte en eau, le Rio monte également en eau, et donc on a directement ce passage qui est permis depuis le Rio vers le plan d'eau pour que le plan d'eau monte en crue et qu'on ait en fait une diminution de la montée en eau qui se fait très rapidement normalement du Rio. Donc ça permet comme ça d'avoir une gestion un peu plus lente de la crue. Et puis l'ouvrage de sortie de crue qui, tant que voilà, le niveau d'eau au niveau du Rio est inférieur au plan d'eau, permet la sortie des eaux. Et dès que le Rio est à un niveau trop élevé, le système de vanne, donc, qui est une lame de surverse, le système de vanne avec un clapet anti-retour empêche l'eau du Rio de remonter vers le plan d'eau. Et à la décrue, le Rio commence à baisser et l'ouvrage, donc le plan d'eau joue son rôle de tampon et ensuite l'ouvrage permet la descente de l'eau depuis le plan d'eau vers le Rio. Voilà, avec en schématique le fonctionnement de l'ouvrage de sortie de crue. Et donc pour finir sur cet exemple de renaturation du plan d'eau, donc on avait à la fois des solutions pour l'amélioration de la qualité des eaux, pour l'intégration aussi paysagère du projet dans un contexte voilà, à la fois de zones inondables, mais aussi de zones avec un intérêt patrimonial et paysager fort. Donc, et aussi les usages du plan d'eau qui devaient être pris en compte à tous les stades du projet. Donc voilà, la solution de ces roselières permet et puis de l'ensemble des travaux qui vous ont été présentés, pardon, permet d'améliorer la qualité des eaux de baignade, de satisfaire aussi les usagers et puis de faire évoluer la gestion d'un plan d'eau qui est historiquement lié à un site très anthropisé, donc voilà, qui nous permet aussi de mieux comprendre le fonctionnement global de ce plan d'eau et puis de l'ensemble du parc de Loire. Et pour finir également, donc quelques images d'une autre partie du projet qui est la requalification de la plage.
Donc, il va également dans le sens de cette amélioration de la qualité des eaux, avec donc la réfection des cheminements, de la plage, enfin pardon, du nivellement de la plage, pardon, la mise en place d'un platelage également qui résiste aux crues, et puis pour agrémenter cette promenade et favoriser un certain nombre d'usages, et puis la prise en compte donc des usages également avec l'installation d'équipements, donc douches, postes de secours, etc. Et puis la plantation de grands massifs inspirés donc d'une palette végétale locale et puis plutôt adaptée au contexte en fait de cette plage en particulier. Voilà, alors je vois qu'on a une question par rapport à la gestion donc de la crue de la semaine dernière, puisqu'en fait on a une crue qui a une répétition toutes les 2 ans à peu près, donc qui n'est pas non plus une crue exceptionnelle. Et effectivement, on a pu constater, donc on a eu une montée en eau assez importante, à la fois du Rio et aussi du plan d'eau, mais on a bien constaté que le plan d'eau avait bien joué son rôle de tampon, en fait, puisque le Rio est bien monté, mais il a quand même monté moins rapidement que d'autres années. Et on n'a pas eu de jonction qui s'est faite entre le plan d'eau et le Rio, comme ça a pu être le cas lors d'autres crues, en fait. Voilà. Du coup, Juliette et Denis, il y a une autre question, c'est qui va suivre l'entretien ultérieur de ces aménagements et comment? Alors, dans le cadre donc du projet, notre maître d'œuvre nous a fait des prescriptions en fait hein, pour ce qui est la gestion du plan d'eau. Donc, comme vous avez vu avec la gestion pluriannuelle. Et puis, dans le cadre du parc de Loire, bah, on s'interroge sur la gestion de l'ensemble des espaces du périmètre. Aujourd'hui, on a plusieurs gestionnaires en fait qui s'occupent à différents niveaux de la gestion du site. Ça va faire l'objet donc d'une concertation et puis d'outils communs qu'il va falloir mettre en place entre les gestionnaires, on va dire plutôt espace vert, donc qui est le pôle en l'occurrence, le pôle sud-est et Virginie Briens, et puis aussi nos collègues des sports qui gèrent tout ce qui est usage du site et puis gestion quotidienne. Et puis aussi d'autres collègues qui pourraient être intéressés, comme nos collègues de l'environnement, dans le cadre de voilà, la gestion des milieux humides. Voilà, donc on a quelques pistes pour la gestion et le suivi, mais ça va être un travail d'équipe et collaboratif, puisque ça touche à pas mal de domaines. Merci beaucoup. Si vous avez des questions sur les différents sujets qui vous ont été présentés, ou même si vous vous posez encore des questions sur les solutions fondées sur la nature en général, de même si comme Alexandra Delcros, vous avez des retours d'expérience, hein, puisqu'elle nous informe que la ville de Fleury-les-Aubrais a planté sa première micro-forêt à l'angle de la rue René Farragut et Marcelin Berthelot. Donc, si vous avez envie d'aller la voir, vous pouvez aller sur le site, vu que ce n'est pas très loin de chez vous. Et s'il y en a d'autres qui ont envie de partager des projets en cours ou réalisés qui pourraient inspirer les autres communes du territoire, ça peut être intéressant de les partager ici pour pouvoir vous faire des retours d'expérience entre communes et apprendre les uns des autres de vos expériences. Et donc il y a Pascal qui nous fait une précision sur la Jussie. Peut-être, Pascal, voulez-vous prendre la parole pour nous en faire part? Oui, je veux bien. C'était par rapport à la Jussie, mais en fait de façon plus générale par rapport aux espèces exotiques envahissantes. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans ma présentation, et ça c'est une omission de ma part et je m'en excuse. C'est que dans tous les projets de plantation ou dans les projets travaux, donc que ce soit travaux espaces verts ou autres, c'est vraiment important d'avoir toujours à l'esprit d'avoir cette veille spécifique et particulière sur les espèces exotiques envahissantes. Donc là, on a vu le cas par rapport à la Jussie en bord de Loire, mais on a le cas également dans les espaces verts avec notamment le buddleia ou différentes espèces. Souvent, c'est des espèces qui sont horticoles et qui sont souvent très jolies, mais qui, une fois qu'elles sont implantées, vont créer des vrais déséquilibres biologiques et environnementaux. Et donc, je vous ai mis dans le chat le lien vers une page du Conservatoire des espaces naturels Centre-Val de Loire qui anime un groupe spécifique lié aux plantes invasives
et aux plantes exotiques envahissantes. Et dessus, dans l'onglet connaissances, vous avez notamment les listings à la fois faits par le Conservatoire botanique. Alors là, c'est pas très glamour, c'est vraiment des listes brutes. Et puis, différents fascicules qui vous permettent de mieux connaître ces différentes espèces qu'on peut souvent trouver sans le savoir dans les massifs. Et donc, pour lesquels il faut avoir cette veille pour éviter au maximum de les implanter, bien sûr, mais aussi qu'elles se dispersent en fait dans la ville et qu'elles risquent de poser souci. Donc, c'est la raison pour laquelle j'avais fait cette petite aparté dans le chat. Merci beaucoup, Pascal. Est-ce que certains ont d'autres questions? Alors, on a une remarque sur la microforêt qui n'aurait pas été de Fleury-les-Aubrais, qui n'aurait pas été plantée qu'avec des espèces locales et avec un arrosage automatique. Du coup, un retour. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole là-dessus, sur nous faire un retour d'expérience? Peut-être quelqu'un sait pourquoi ça a été mis en place comme ça, ou est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration par la suite? Parce qu'on peut faire aussi des erreurs et puis les corriger. Oui, bonjour, c'est Pierre Héris. Oui. Oui, sur ce que j'ai vu dans la presse pour la microforêt de Fleury-les-Aubrais, c'est qu'ils l'ont fait un peu rapidement et qu'ils n'ont pas trouvé toutes les espèces qu'ils souhaitaient planter. Donc, il y a des espèces qui ne sont pas des espèces locales. Et puis, le fait de mettre un arrosage automatique, c'est peut-être pas idéal dans ce type d'aménagement. Je veux quand même assez naturel. Donc, attention de bien respecter certains principes pour ne pas dénaturer le projet. On n'a pas d'autres questions à l'écrit pour l'instant, mais on a vu Monsieur Pointet qui levait la main. Donc, si Monsieur Pointet, vous voulez écrire votre question ou alors prendre la parole comme vient de le faire Pierre pour nous partager peut-être un retour, je vous en prie, c'est à vous. Alors, votre micro est allumé, mais on ne vous entend pas. Oui, on vous laisse nous écrire peut-être votre question ou votre remarque dans le chat. Ok, très bien. Oui, pour revenir sur ce que disait Pierre-Henri à l'instant, ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait que toutes les solutions fondées sur la nature n'ont pas la même performance et c'est important aussi dans le temps de pouvoir évaluer et adapter aussi ces espaces. Même les connaissances évoluent, les techniques évoluent, donc en fait c'est important de garder une vigilance sur. On a le droit de faire des erreurs et on peut faire évoluer les choses pour qu'elles aillent vers de plus en plus d'épanouissement de la biodiversité. Tout en, bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, favorisant effectivement le bien-être des habitants et leur donner accès à des espaces qui puissent, par exemple, être plus frais en été et favoriser une vie agréable dans les espaces urbains. Du coup, je ne sais pas si on va recevoir la question via le chat. Je m'appelle de reprendre la parole par rapport à ces solutions fondées sur la nature, de bien faire aussi attention, là j'ai posé la question sur le MAN, de bien faire attention à l'entretien ultérieur, parce que des fois on a tendance à dire que les solutions fondées sur la nature sont peu coûteuses en entretien ou vont générer des économies, mais ça génère quand même un entretien qui peut être différent de celui d'une solution grise. L'exemple des noues, par exemple, les noues, c'est effectivement, il y aura peut-être moins d'entretien pour les stations d'épuration, pour le service assainissement, mais il y aura plus d'entretien pour les services espaces verts en termes d'entretien de surface. Donc, il faut faire attention lorsqu'on préconise ces solutions de pas minimiser les coûts d'entretien ultérieurs pour certains services et donc de les prévoir en amont des projets. Tout à fait. Si je peux compléter par rapport à ce que dit M. Héry, je suis tout à fait d'accord avec vous.
quand on parle de solutions d'adaptation fondées sur la nature, notamment, une des choses qui est fondamentale, c'est de travailler en transversal dans les services. Par exemple, dans tout ce qui est végétalisation de la ville, et notamment la prise en compte de l'eau dans la ville. Par exemple, pour la métropole, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir travailler vraiment entre services, avec à la fois, bien sûr, le service du cycle de l'eau, le service des espaces verts, le service de la voirie. Et puis sur la métropole, vous avez aussi le pôle DREAM hein, qui peut vous apporter aussi un appui. Et travailler en transversal entre tous les services, ça permet de penser tout le concept même de cette action qui va être menée en croisant justement à la fois la mise en œuvre, à la fois la suite du projet, l'entretien, le fonctionnement, et ça peut permettre de faire des choix, notamment de mise en place, je pense notamment pour les nous, c'est vrai qu'on parle souvent des nous parce que la gestion de l'eau, normalement, c'est vraiment le cycle de l'eau qui va la faire. Et là, bah, finalement, elle est déportée parce que l'entretien des nous va être donné au service espace vert puisque c'est végétal. Et donc, par exemple, ne pas positionner plein de petits poteaux en bois tous les mètres qui vont vraiment être extrêmement chronophages quand il va y avoir des actions de gestion sur ces nous. Et puis l'autre solution aussi, c'est de ne pas imaginer cet espace-là de nous comme étant un espace vert à garantir dans une gestion régulière. C'est-à-dire que cet espace de nous planté, il peut très bien ne bénéficier que de 1 ou 2 passages dans l'année avec une fauche avec exportation. Et donc, c'est aussi un changement de vision, de se dire que ça va pas être traité comme une pelouse, enfin, géré comme une pelouse ou un espace enherbé classique, mais ça va vraiment être laissé en libre évolution et avec une intervention que très ponctuellement. Et là, en plus, si on n'intervient que très ponctuellement, par exemple 1 ou 2 fois par an, il y aura un bénéfice supplémentaire pour la biodiversité parce qu'on va avoir la mise en place dans ces milieux-là d'espèces vraiment locales et très bien adaptées, et donc toute la petite faune d'insectes, notamment papillons, petits insectes qui va aller avec le cortège qui va accompagner ces plantes. Mais c'est vraiment de l'interservice et vraiment de la transversalité. Je rejoins tout à fait M. Herry sur ce sens-là. Merci beaucoup Pascal pour ces précisions. Du coup, on va prendre la dernière question qui est celle de Monsieur Pointet, qui l'a fait dire merci beaucoup par nous écrire dans le chat. Peut-être Juliette ou Denis, vous pouvez y répondre. C'est la question de quelle est la cote du plan d'eau par rapport à la Loire et est-ce qu'il y aurait eu la possibilité de faire transiter les eaux de la Loire dans le plan d'eau, hors période de décrue, mais plus souvent, pour faire une forme de chasse d'eau et éviter l'eutrophisation. Et après, on passera à la conclusion. Oui. Ouais, on s'était posé la question. En effet, vous m'entendez? Oui. 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 On s'était posé cette question-là, mais en fait, comme l'a montré Juliette sur les photos tout à l'heure, en fait, en entrée, la chasse d'eau se fait, entre guillemets, l'entrée se fait très bien, puisque la Loire monte avant que le plan d'eau monte, ce qui évite, hein, comme l'expliquait Juliette, qu'on évite l'effet des crues qui préexistaient avant et qui venaient éroder complètement et donc ramener de la matière organique en plus dans le plan d'eau par les berges. Par contre, en sortie, forcément, comme il y a des résurgences, le plan d'eau suit quand même les côtes de Loire. Donc en sortie, l'effet chasse d'eau est moindre puisque le décalage est moindre entre le niveau du Rio en sortie et puis le niveau du plan d'eau. Mais c'est vrai qu'on a un peu évoqué la question du curage là, du Rio, qui a été un projet qui a été refusé par l'État hein, pour des raisons écologiques. Et l'objectif aussi hein, de l'ouvrage de sortie, c'était que sur la partie donc aval du Rio, justement cet effet de chasse d'eau permette de désensabler un petit peu le Rio. Donc ça, on a quelques doutes maintenant hein, quand on voit les évolutions de décrue. Mais on verra avec les années s'il y a quand même cet effet chasse d'eau qui se fait un petit peu. Mais vraiment, l'ouvrage de crue, c'était d'éviter hein, et d'imiter dans le concept plutôt l'érosion des berges et l'apport de matière organique par ce biais-là. Merci beaucoup, Denis. Anne, du coup, je vous invite à prendre la parole pour clore cet atelier, nous faire une petite conclusion sur ce que vous avez retenu comme message fort pendant cet atelier. Merci Mathilde. Alors, je crois que je vais être très courte, mais surtout rappeler l'intérêt de ces solutions fondées sur la nature avec une visée très transversale.
je pense que ça a été redit aussi dans les échanges par les uns et les autres, c'est que c'est des solutions qui apportent bien des co-bénéfices autant pour l'humain que la biodiversité, mais qu'elles doivent être pensées avec cette vision globale et avec l'idée d'être sur une vision multi-acteurs pour gagner en efficacité et pour pouvoir être sur une gouvernance la plus inclusive possible. Donc, ce qui me permet également de faire finalement le lien avec les assises, mais la suite de ces assises. Comme le disait en introduction Capucine Fedrigo, en effet, l'idée de ce premier temps des assises était d'avoir des éléments pour qu'on ait tous les mêmes éléments de connaissance et de partage, et pour ensuite, à l'horizon de avril-mai, pouvoir travailler ensemble dans des ateliers là tout à fait transversaux et décloisonnés par thématique pour pouvoir travailler à ces catalogues de solutions et pour aller sur l'expérimentation collective. Donc, je pense qu'on aura tout loisir de reparler des solutions fondées sur la nature, et là, avec nos collègues qui sont ici présents, mais aussi avec ceux d'autres thématiques, notamment l'eau, l'assainissement, mais aussi la ville durable ou la mobilité, puisque tout est lié. Donc, voilà pour ma part ce que je peux vous dire de ma conclusion. Voilà, donc du coup, on espère que ces éléments de connaissance qu'on vous a partagés aujourd'hui vous permettront de venir nourrir cet atelier par la suite plus concret sur des solutions pour votre territoire. Et on tenait à vous remercier tous d'avoir participé aujourd'hui et on espère que voilà, ça pourra vous inspirer par la suite sur des projets concrets pour la transition. Merci à vous. Et puis, juste un point, on avait donné le lien des ressources des assises dans le chat. Bien sûr, ces éléments seront à nouveau, ce qu'on vient de voir aujourd'hui, seront à nouveau mis en ligne, notamment aussi grâce à Plantécité. Donc, vous avez les éléments sur le site de Plantécité. Il y a beaucoup de ressources et puis celles que vous pouvez trouver sur notre site des assises. Merci à tous. Oui. Voilà, je pense qu'il n'y a plus que nous. Donc il reste Anne, Pascal, Juliette, Capucine et Denis. Je vais arrêter l'enregistrement.